Donc là on voit les vases entreposés comme ça à l'envers, ils ont été engobés? Ça a été engobé, donc c'est l'engobe, c'est cette terre liquide blanche qu'on applique sur le vase. C'est ce qui va servir plus tard à ce que l'émail colle au vase. D'accord. Donc il reste là combien de temps à peu près? Ça va rester 2-3 jours ici en transition avant de passer au séchoir. Donc là on voit la différence avec la couleur qui change, hein, c'est ça? Voilà, exactement. On voit que l'humidité du vase commence à partir. Donc plus c'est clair et plus c'est sec. Exactement. Très bien. Alors où allons-nous maintenant? On va à la salle d'émaillage et au four. Allons-y. Et du coup ça fait combien de vases par jour? Alors vous savez à peu près la production? Oui. Donc ça ce sont les grosses pièces. Je compte pas les petites pièces qui sont là. Ah oui, donc que dans les grosses pièces, on sort entre 40 et 50 grosses pièces par jour. Et après, vous avez pas mal de pièces en exportation ou comment on le exporte marché, environ 30% de la production, principalement États-Unis, Australie, de plus en plus dans les Émirats arabes. Et après, c'est l'Europe, bien sûr. Vous faites les salons à Paris? On fait tout ça, vous faites principalement, oui, Maison et Objets, qui est le plus gros salon de la décoration en Europe. Ah oui, là, ceux-là, ils sont prêts. C'est la caverne d'Ali Baba. Comme vous pouvez voir, les vases c'est comme les poupées russes. Le gros, le moyen, le petit, les uns dans les autres. Donc là, il ne faut pas qu'ils se touchent entre eux. Non, exactement. Là, c'est assez représentatif de la production, donc parce qu'il y a vraiment le vase d'Anduze, et parmi les vases d'Anduze, on voit ces vases qui sont au milieu, on peut qui sont avec ces couleurs un peu flashy. Et du coup, pour la cuisson, alors, ça prend combien de temps là? 48 heures. 48 donc ça monte doucement en température jusqu'à environ, en fonction des finitions, 1100 degrés. D'accord. Ça redescend jusqu'à petit à petit. Jusqu'à 100, 200 degrés. Et à ce moment-là, on ouvre les portes du four. Et après, on peut les sortir là au bout de combien de temps? Là, ça va être donc défourné. Tous les fours sont sur rail, c'est-à-dire pendant que... Regardez, excusez-moi. Donc là, la cuisson a été terminée. Pendant que cette fournée se faisait, on a rempli ce four, donc cette dalle. Et donc, demain matin, on va tirer le four qui va venir se positionner sur cette dalle. Oui, pour remplir à nouveau. Pendant qu'on va cuire ici, on va pouvoir défourner et refourner. Donc aucune perte de temps, c'est stratégique. Ouais. Nous voici à la nougaterie Sévenol, à la rencontre de Martial Dorin. Bonjour. Bonjour. Alors vous allez nous préparer du nougat, vous êtes multi-médaillé du concours Gare Gourmand. Effectivement, j'ai obtenu cette année 4 médailles, 2 médailles d'argent et 2 médailles d'or. Donc une médaille d'argent sur mon nougat nature, que je vais fabriquer ici. À la base du nougat, c'est du sucre. Donc là, je suis en train de fabriquer un nougat qui va faire au final 5,5 kg. Donc il va falloir 2 kg de sucre. Alors du coup, votre nougat, il a la particularité d'être assez tendre. Très tendre. Comment vous arrivez à obtenir cette matière? Alors tout simplement, en abaissant le pourcentage de sucre, ce pourcentage-là, et en augmentant le pourcentage de miel. Tous les nougats que je fabrique contiennent 50% de sucre, 50% de miel. Donc là, c'est ce qu'on appelle du sirop de glucose.
C'est du sucre sous une autre forme. Et qu'est-ce qu'il apporte en plus, justement? Alors le sucre, ce sirop de glucose va apporter la tenue du nougat. Sans ça, on ne va pas pouvoir avoir un nougat ferme. D'accord. Donc moi, par rapport à mes essais, je mets le minimum, c'est-à-dire je vais en mettre à 500 grammes. Et comme je vais faire un sirop, là je rajoute de l'eau pour faire mon sirop, parce que là je vais le faire chauffer cette préparation jusqu'à 160 degrés. Et depuis quand vous êtes installé ici? Moi je suis dans ma 6e année d'activité. J'ai débuté, comme pas tout le monde, mais j'ai débuté sur les marchés. Après je me suis plus spécialisé sur les marchés artisanaux, les foires artisanales, le salon du Miam à Alès, les marchés de producteurs de pays. Et je travaille en collaboration aussi avec le réseau Bienvenue à la ferme. D'accord. Voilà. Là, vous vous êtes installé donc, dans le centre d'Anduze depuis un an, presque. C'est ça. Donc là, je vais préparer mon miel. Là, ça va être un toute fleur de Provence. Alors, pourquoi toute fleur de Provence? Alors, moi, je l'aime bien parce qu'il est très équilibré au point de vue du goût. C'est du vrai miel. Parce qu'il y a du faux? Je ne vais pas me mettre à dos les apiculteurs. Non, il faut se méfier sur la qualité du miel. Parce que, voilà, malheureusement, comme dans tout domaine, vous avez... Des miels qui viennent d'un peu partout. Voilà, les miels qui viennent d'un peu partout et qui sont, malheureusement, coupés avec le sirop de glucose que j'utilise. Alors là, moi, j'essaye d'être le plus local possible. Mon miel vient entre Quissac et Sommières. Les amandes que je mets dans mon nougat, qu'on va voir tout à l'heure, viennent de Saint-Marcel d'Ardèche. J'évite les grosses... Vous, c'est circuit court. J'aime le circuit court. Donc là, on a 1,2 kg de miel. Voilà, 1,2 kg de miel. Pareil, que je vais faire chauffer. Donc là, je vais le faire chauffer aux alentours des 120 degrés. Faut qu'il devienne liquide? Faut qu'il devienne liquide et qu'il fasse évaporer l'eau qui est contenue dans le miel. Donc 120 degrés, c'est la bonne température pour faire un bon nougat. Je vais contrôler avec un thermomètre. On rentre parce que c'est un thermomètre qui va sonner. Là, attends donc, on a autre chose à faire pendant ce temps? J'ai autre chose à faire. On va utiliser des blancs d'œufs. Alors déshydratés. C'est juste pour question de sanitaire. Parce que malheureusement, on ne peut pas garder les œufs très longtemps. On ne peut pas garder les œufs très longtemps. Si on veut faire du nougat à la maison, ça représente, pour mes proportions à moi, entre à peu près 20 blancs d'œufs. Donc, comme ils sont déshydratés, on va les réhydrater un peu. D'eau pour les œufs. Et puis on va aromatiser avec un peu de vanille. Là, je remue simplement mes blancs d'œufs avec l'eau. C'est pour éviter que quand je vais mettre mon miel, d'avoir un gros bloc. D'accord. J'en ai parlé tout à l'heure. Les amandes. Donc les amandes, je vais en mettre 1,6 kg, ce qui va représenter 36% d'amandes. Et là, par contre, c'est calculé sur la valeur totale du nougat. Alors voilà nos jolies amandes de Saint-Marcel d'Ardèche. Saint-Marcel d'Ardèche. J'ai un four pour les amandes et un four pour la pâtisserie. Donc on les met, griller un petit peu. On va les mettre à griller. Et là on les met à combien du coup? Alors là, moi je les mets à 160. D'accord. Pendant à peu près une demi-heure. Donc là, j'homogène un peu le glucose et le sucre. Le glucose et le sucre. Et après, je ne vais plus y toucher. Le miel, c'est pareil. Miel, on le laisse fondre. Je le laisse fondre tout seul. C'est pour éviter d'apporter de l'air dans les deux. D'accord. Voilà. C'est une technique. C'est une petite technique. Ma foi, c'est votre petit secret. Ça fait partie. Voilà. J'attends que mon miel arrive à la bonne température. Je vais me servir de mon miel chaud pour finir de réhydrater mes blancs d'œufs. D'accord. Et tout en réhydratant mes blancs d'œufs, je vais créer ce qu'on appelle une meringue italienne. C'est terminé donc, pour notre mélange. Ah oui, magnifique. Donc voilà. On voit déjà un peu l'aspect du nougat là. On voit l'aspect du nougat. Si on arrive à débloquer. Allez Martial, allez. Voilà. Donc là, j'ai ma meringue italienne. Par contre, vous allez la goûter. C'est légèrement chaud. Voilà. Donc, c'est bon, on commence à sentir les arômes du miel. On n'a que le blanc d'œuf et le miel. La pointe de vanille. Là, il reste tout simplement à mettre le sucre quand je vais être à température.
les amandes et les pistaches. Et puis on va le coller dans le moule. D'accord. Alors, la feuille d'hostie. Donc, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est la feuille d'hostie, c'est tout simplement de l'amidon de blé ou de maïs asséché. C'est de l'amidon de blé ou de maïs. Les amandes sont à point. Voilà. On les a laissées combien de temps du coup? À peu près une demi-heure. D'accord. Donc je vais arrêter le four et je vais les garder à chaleur. D'accord. Alors pourquoi je les garde à chaleur? Parce que comme je vais verser mon sucre à 160 degrés, c'est pour éviter un choc thermique. Garder voilà, la même température en gros de chaleur voilà. Pour les deux. Là le sucre est arrivé à température. Je vais l'incorporer à ma meringue italienne tout doucement. Alors pourquoi tout doucement? C'est pour éviter de faire retomber ma meringue, ce qui serait dommage. Tout se passe bien du coup là. Voilà, impeccable. Donc du coup, ça va changer la texture. Et là, la préparation est quasiment terminée après? Voilà, je vais homogénéiser pendant 5 minutes le sucre et la meringue. D'accord. Je vais sortir mes amandes du four. Et on va pouvoir ensuite... Et je vais pouvoir mettre mon nougat, mes amandes dans mon nougat. On peut voir qu'elles sont bien, elles ont une belle couleur. Elles commencent à craqueler, donc ça veut dire que l'amande est cuite. La cuisson est parfaite. Voilà, la cuisson est parfaite. Voilà, donc là mon sucre, il est homogène avec ma meringue. Alors, je vais mettre les amandes en plusieurs fois. On va y plonger les amandes, on va remplir le bol. On va remélanger 30 secondes. On voit que l'amande s'enrobe de la pâte à nougat. Donc là, je vais l'arrêter, puis je vais commencer à couler le nougat. Les amandes sont bien enrobées et on coule, tout simplement. Vous faites aussi du nougat dur, c'est pas que... Non, je fais pas de nougat dur pour cette raison. Je fais que du tendre. Et maintenant, les 3/4 des gens préfèrent le tendre parce que... Ça colle moins aux dents. Ça colle moins aux dents. Plus facile à manger. Ouais. C'est beaucoup plus facile à manger. Personnellement, on ressent mieux les arômes dans le nougat tendre. Donc là, on commence par remplir les coins. Moi, je coule toujours un peu plus que la hauteur du moule. Pourquoi? Parce que sous l'effet de la chaleur, le nougat, il va continuer à gonfler. Donc il va déborder alors? Donc il va déborder légèrement. C'est pas gênant? C'est pas gênant du tout. On va y mettre la deuxième feuille d'hostie. Alors moi, personnellement, je ne la colle pas trop. Comme ça, ceux qui n'aiment pas peuvent l'enlever. Voilà. Je remets une feuille de papier sulfurisé. Je récupère la plaque des amandes. Voilà. Et je mets un poids par-dessus. Ok. Comme ça, là, j'emprisonne le nougat. Pour éviter qu'il continue de gonfler sous l'effet de la chaleur et qu'il me forme des trous à l'intérieur. Donc là, il sera bien... Donc là, il sera bien homogène partout. Ouais, voilà, on connaît quelques-uns des secrets de la fabrication. Voilà. Merci beaucoup, Martial. Mais de rien, vous n'allez pas partir sans le goûter. Ah bah non, bien sûr. Parce que chaud, il a quand même un autre goût que froid. C'est vrai que ça n'a pas du tout le même goût que froid. Hein. Du tout. On sent bien le goût du miel et tout ça là. Je vais croquer l'amande maintenant. Bravo, champion. Merci. Faire ça je dirais à peu près 1 heure. Ouais. Juste à l'émaillage. Alors que quand c'est un vase qui est entièrement émaillé d'une seule couleur, vous allez voir, ça prend une minute. Voilà. C'est vrai que les gens, quand ils viennent au magasin et qu'ils voient le vase, ils ne se rendent pas compte de tout le travail qu'il y a derrière. Différence entre l'aspect vieilli et non vieilli. Allez, on referme la porte du four. On la laisse un petit peu entrouverte quand même, hein, Guillaume? Exactement. Pour laisser la chaleur. Donc on a vu l'émaillage à l'ancienne, pour donner un aspect ancien. Exactement. Et là, on va voir l'émaillage, on va dire un peu plus rapide. Exactement. Un vase traditionnel
Donc toutes ces couleurs bleues que vous voyez sur les vases, ce sont les émaux. D'accord. Et tous les émaux ont la même couleur avant la cuisson. Et c'est pendant la cuisson que la couleur va se révéler. Exactement. Vous allez l'appliquer du haut? Du haut, oui. Quelle couleur? Le geste traditionnel à la casserole. Exactement. C'est splendide. Et là, vous faites quoi? J'enlève la surépaisseur des mailles. Parce que nous allons les cuire à l'endroit pour éviter la coulure. D'accord. Ah, faut un sacré tour de main. Hein. Mais il est pas jaune, votre vase, là? Pardon? Il est pas jaune? Ah, pour l'instant, non. Mais à la cuisson, Pendant la cuisson, tout le four c'est incandescent à l'intérieur. Et c'est vraiment en montant en température que les émaux donc, fondent et donnent la couleur. Ouais. Donc c'est vrai que ça, eux ils le savent quand ils émaillent, mais ça c'est peut-être bleu, c'est jaune, c'est comment ils se repèrent marron. Alors, justement non, dans les bassines, ils le savent. Mais tous les émaux ont la même couleur avant la cuisson. Là, ce qu'on peut reconnaître, le vase flammé, qui est la couleur traditionnelle du vase d'Anduze. Où on voit, vous voyez, les coulées. Vous voyez cette couleur flammée où il y a les couleurs vertes et marron. Voilà. Donc là, on voit bien les coulées. Donc là, il y a trois couleurs sur le vase. Donc il y a du marron clair, du marron foncé sur les coulées et du vert. C'est comme ça qu'on le repère, celui-ci. Exactement. Ah, un autre four ici. Alors là, on en voit plusieurs. Donc là, ce sont des grosses tailles. Ce sont ces vases qui font 1,10 m de haut, 1,05 m, 1,10 m de haut. Donc là, flammé, qui est la couleur traditionnelle du vase d'Anduze, donc avec ses coulées vertes et marron foncé. Et là, on a pareil des vases donc de grande taille en terre noire naturelle, qui donnent un aspect un peu plus contemporain à cette forme traditionnelle. Alors, on mêle le contemporain et la tradition. Exactement. Tous vos vases exposés ici de différentes formes, différentes couleurs. On les trouve à la vente évidemment à Anduze. Quels sont les autres points de vente où on peut les trouver? Alors on a nos magasins qui sont à Béziers, Montpellier, Plan de Campagne à Marseille et Saint-Tropez. Ça reste vraiment dans le sud alors? Exactement. Et après on a nos revendeurs, on peut retrouver ça dans les magasins botaniques et des pépiniéristes entre autres. Bon, ben encore 400 ans d'activité, hein, Guillaume. On espère. Merci beaucoup pour cette visite. Avec plaisir. Anduze, c'est aussi le Gardon, évidemment. Vous pouvez vous baigner tout l'été pendant la période estivale. Anduze, c'est le petit train à vapeur, nous en avons parlé tout à l'heure. Vous pourrez revenir dans ce petit train dès fin mars. C'est là qu'il ouvre pour la saison estivale. Et vous pouvez bien sûr visiter notamment la bambouserie ou encore les potiers qui sont nombreux ici à Anduze, des potiers de tradition pour ce fameux vase d'Anduze. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle balade. Je remercie tous les participants.
et notre équipe technique, notamment Frédéric Siller. C'est lui et lui seul d'ailleurs, l'équipe technique. Merci à lui. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.